Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, on va faire l'essai du Honda Prologue. On va aller sur la route avec le Prologue. On va aller essayer une nouvelle borne de recharge rapide dans le centre du Québec. On va enregistrer la courbe de recharge rapide de ce véhicule-là. Je vous présente aussi une capsule technique là, sur la thermorégulation. Et évidemment, on va faire le tour de l'extérieur, l'intérieur. On va aller sur la route. Puis à la fin, je vais vous dire combien ça coûte et si le Honda Prologue est un véhicule qu'on recommande. Allons-y. Le Honda Prologue, c'est un véhicule particulier puisque ce n'est pas un véhicule électrique Honda d'un point de vue d'architecture et d'ingénierie. Honda a demandé à GM dans les dernières années de lui procurer là, un VUS intermédiaire électrique en attendant que la plateforme là, Honda Zero soit disponible là, probablement 2026-2027. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a pris un Blazer EV et on l'a habillé en Honda Prologue. Dans la revue, vous allez voir, là, il y a énormément d'éléments de ce véhicule-là, qu'ils soient logiciels ou physiques, qui sont directement des composants GM. C'est bon et c'est mauvais en même temps, vous verrez là, dans la revue, mais essentiellement, on appelle ça un produit, je vais utiliser une expression anglaise, un produit stopgap. Le constructeur n'a pas le produit approprié pour le marché, demande à un autre constructeur de l'aider à faire un produit approprié. Moi, je suis une personne qui apprécie le Prologue beaucoup plus que le Blazer EV, surtout design puis intérieur, mais d'un point de vue de l'architecture électrique, c'est un peu décevant, mais ça, c'est mon opinion, surtout les véhicules là, Ultium GM, ça s'appelle plus Ultium, mais peu importe. Rapidement, on va faire le tour du Prologue. Donc, à l'avant, on a une signature typique Honda. Ça me fait penser un peu au Passport là, avant qu'on ait le rafraîchissement là, Trail Sport. On est en roue de 21 pouces sur ce véhicule-là, puis vous remarquez, hein, CC Crew GM sur la plateforme BEV3, le port de recharge à l'avant qui n'est pas motorisé, ça c'est une petite différence du Blazer, mais regardez le profil. C'est littéralement un Blazer EV. Par contre, Honda est beaucoup plus restreint dans le design, ils sont allés très conservateurs et moi je pense que c'est beaucoup mieux. Le meilleur Blazer EV, c'est le Prologue et ça c'est mon opinion personnelle parce que le design est un peu moins flyé, un peu moins over the top. L'arrière du Prologue, ma partie préférée, on n'a pas une signature lumineuse là, avec une barre complète sur la largeur, mais quand même, on a la nouvelle représentation là, du logo Honda. À cette heure, c'est Honda écrit au long, un peu comme Toyota fait avec ses VUS, ses camionnettes. Puis vous remarquez que c'est un véhicule très large à l'arrière, mais le toit, l'angle devient assez prononcé. Évidemment, ça c'est pour l'écoulement de l'air. Espace cargo, allons voir. Haillons motorisé dans cette version Touring, tout équipé. Espace cargo généreux, il y a énormément de place dans le sous-plancher. Je vais vous montrer ça. Regardez, là, on a un petit compartiment pour serrer des choses. Puis je soupçonne que si on enlève tout ce plastique-là avec 3 écrous, on a encore plus de place parce que, en réalité, sur la plateforme BEV3, on a le Cadillac V-Stick 3 rangées. Puis dans le fond, le véhicule est déjà tout prêt pour être allongé et accueillir la 3e rangée. Là. C'est une particularité de cette plateforme-là. Autre chose que j'aime bien, la banquette arrière peut être verrouillée de 2 façons. Si on y va doucement, on est un peu plus vertical. Et si on y va plus fort, bien là, on est un peu plus penché, là, une position un peu plus confortable pour les passagers. Ça, c'est bien. Espace à l'arrière, super généreux. Là, ça, c'est identique au Blazer. On voit là, que Honda a priorisé les passagers arrière, puis je soupçonne que des sièges pour enfants mis à l'envers, avec le siège passager ou conducteur reculé jusqu'au maximum, il y a encore de la place. Donc ça, évidemment, hein, avec la situation où les sièges pour bébés sont rendus aussi grosses que des véhicules Smart, c'est important d'avoir ça. Et pour ce qui est du poste de pilotage, et c'est là qu'on remarque, là, volant GM, levier clignotant, levier de vitesse GM, bouton GM, la porte. C'est un Blazer EV, mais visuellement, je préfère ce que Honda a fait avec le Prologue. Beaucoup plus restreint, beaucoup plus simple. 2 petits écrans d'infodivertissement, mais c'est le même logiciel. On a la climatisation qu'on voit dans tous les véhicules Ultium. La console, ça, c'est une déception. Plastique très dur, c'est pas super. J'aime qu'elle soit à 2 étages pour le rangement, puis j'aime qu'on ait une partie plate. Là, je peux mettre mon ordinateur, là, mon MacBook Pro ici pour travailler. Ça, c'est bien. Mais sinon, le reste, c'est assez... Il n'y a pas grand-chose dans l'intérieur de ce véhicule-là. Et à part de ça, la qualité des matériaux, c'est moyen, mais l'assemblage est bon. Siège, pas beaucoup de support, mais c'est un peu comme les sièges du Blazer, évidemment.
on est bien assis, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réglages. On est en route pour le superchargeur à Saint-Germain-de-Grand-Am, un site flambant neuf qui a été ouvert là, dans les 2 dernières semaines. Puis comment ça va dans le prologue, hein, depuis qu'on a commencé notre petite aventure humaine et technique exceptionnelle? Batterie 16 minimum, 17 degrés maximum. Hein, c'est pas pantoute la température extérieure. Il fait moins 29 en ce moment en Montérégie. Moins 29 degrés Celsius. Ça, c'est mes journées préférées de test. J'adore ça parce que là, on teste vraiment les limites des véhicules. Puis ma consommation électrique, là, on est autour de 42-43 kWh par 100 km dans le prologue. Mais évidemment, je chôme pas parce que j'avais beaucoup de batteries de surplus, puis je veux arriver sous 10 %. Donc, climatisation à 22. L'air est extrêmement dense à moins 30 degrés Celsius. Fait que je suis content de voir que la consommation est ultra élevée. Ça va être parfait pour mon test. On va aller enregistrer la courbe de recharge du prologue. On est arrivé au superchargeur, puis je vais vous montrer là, comment démarrer la recharge avec l'adaptateur NACS fourni par Honda. Vous voyez là, c'est simple. Côté CCS, côté NACS. On a un bouton en bas et un bouton en haut là, pour vraiment le relâcher. On retire le câble de l'appareil de recharge. On se connecte dans le port NACS, puis on veut vraiment être complètement attaché. Donc, il va y avoir un clic, c'est plus dissociable. Et on s'assure qu'on est bien enclenché. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aller sur l'application Tesla, choisir le numéro de la borne et démarrer la recharge. Dans mon cas, ça a pris moins de 10 secondes de démarrer la recharge. Bon, la session de recharge vient tout juste de commencer. On est à 10 % exactement comme on avait dit. Puis là, vous voyez, 133 kW, puis mon car scanner, même capteur, fait qu'on se cassera pas la tête. Donc, hein, on est branché, vous voyez, l'adaptateur fourni par Honda qui est maintenant disponible avec tous les véhicules Prologue. On a un... Oups! Évidemment, c'est pas très solide, ça, c'est typique Tesla. On a un câble NACS, la norme 1000 volts, ça, c'est le vrai de vrai NACS. Puis aussi, on a 2 sites pour ceux qui ont des remorques. Puis évidemment, le remblai de neige ici empêche l'autre borne. Puis on a le fameux circuit électrique juste là. Fait qu'un autre super beau site de recharge rapide sur l'autoroute 20. Vous comprendrez que sur un véhicule plateforme GM comme le Prologue, bas voltage, haut ampérage, un superchargeur Tesla, c'est l'équipement parfait puisqu'il y en a beaucoup plus que des bornes 350 kW circuit électrique, là, 500 ampères. 152 kW qui entrent dans la batterie. On voit ici là, 491 ampères, 309 volts. Donc, l'équipement livre exactement le maximum que le véhicule peut demander. Donc, c'est parfait. Pendant que la recharge à 80 % s'effectue, je vous ai préparé des petites notes pour le prologue, puis on va en discuter. Là, on va comme faire le brefage technique. Essentiellement, les fondamentaux. Là, on a une batterie 10 modules GM, à peu près 300 volts. 150 kW là, DC Fast, là, recharge rapide. C'est une batterie, hein, entre guillemets, 85 kWh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à peu près tous les véhicules GM que j'ai pu essayer là, avec leur nouvelle plateforme qui s'appelait Ultium dans le temps, il y a toujours un peu plus de capacité qu'annoncé. Donc, ici, dans le Prologue, là, j'ai 92 kWh d'énergie disponible. C'est un véhicule de 300 chevaux, 455 km NRCan parce qu'on est sur la version Touring. Si on était dans les versions de base, là, on serait à 473, en hausse de 20 km l'année dernière. Et ensuite, là, je voulais qu'on passe du temps sur la stratégie de thermorégulation du Prologue. Pourquoi que je vais passer un peu plus de temps ici? Parce que là, Honda Prologue utilise une logique puis une façon de faire qui est un peu différente des autres constructeurs. Puis j'avais envie de vous le montrer. Puis ce que je vais mentionner ici, là, c'est la même chose pour le Equinox EV, Blazer EV, enfin, tous les véhicules GM, là, sauf la Bolt. Là. Puis là, je vous ai schématisé là, vraiment grossièrement le système de thermorégulation du véhicule. Il y a beaucoup plus de composants que ça, mais évidemment, je veux vous vulgariser ça puis vous l'expliquer correctement. Puis là, je vais vous énumérer les composants. Évidemment, on a notre batterie. On a le chargeur interne, le chargeur qu'on utilise pour recharger à la maison. PTC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est Positive Thermal Coefficient. Dans le fond, ça, c'est la chaufferette électrique pour le liquide refroidissement. Il y en a une dans le Prologue. Puis TP, c'est la thermopompe. Donc, on a 2 systèmes de chauffage là, pour le liquide de refroidissement. Là, j'ai schématisé un moteur électrique. Il y en a 2, évidemment, mais un seul. Et le radiateur. Puis, ce qui est intéressant dans le Honda Prologue, c'est que en dehors là, de ce qu'on programme comme horaire, planification de recharge rapide, démarreur à distance,
le véhicule en tout temps va toujours estimer la température du prochain cycle de conduite. Donc, la prochaine fois, vous allez le conduire avec un algorithme. Et il va estimer la température de la batterie optimale pour ce prochain trajet-là via emmagasiner de l'énergie là, via le chargeur. Donc, lorsque vous le branchez à la maison, le chargeur, il va recharger la batterie. Ça va générer de la chaleur. Le liquide de refroidissement va passer au travers. Puis, au lieu d'évacuer cette chaleur-là, il va aller l'emmagasiner dans la batterie. Comment il fait ça? Bien, évidemment, le liquide de refroidissement, bien, dans le fond, on va moins utiliser le radiateur et on va charger de façon inefficace si nécessaire pour générer plus de chaleur, aller l'emmagasiner dans la batterie. C'est une grosse batterie, ça pèse plus de 500 kg. Donc, il y a une énorme masse calorifique là, où on peut emmagasiner de la chaleur. Bien, supposons là, que vous quittez la maison puis votre batterie est à 20 degrés, puis dehors, il fait moins 10. Bien là, vous avez, là, puis le véhicule sait que vous n'allez pas faire une recharge rapide, vous allez au travail. Bien, il va utiliser la chaleur dans la batterie pour la faire recirculer. Puis à un moment donné, là, ici, il y a un échangeur de chaleur qui s'en va là, dans l'habitacle. Donc, on va utiliser là, le liquide de refroidissement qui est déjà chaud, puis on va aller donner sa chaleur là, aux occupants de la voiture. Et lorsque le véhicule roule, bien là, le glycol va se promener. Si le moteur est chaud, on va aller chercher sa chaleur. Pour rajouter, lorsqu'on a besoin de plus de chaleur, bien là, le chaufferette électrique et la thermopompe vont travailler en tandem. Donc, c'est une stratégie de refroidissement qui est intéressante. Puis là, certains diront, ouais, mais Alexandre, Tesla, Porsche, les autres constructeurs, là, BMW, font tout ça. Je vous dirais que d'une façon physique, la plupart des constructeurs vont arranger leur système de thermorégulation de la même façon, vont utiliser tous les composants pour aller chercher de la chaleur. Ce qui est différent de GM et Honda, ça c'est sous un brevet, c'est l'algorithme et la façon dont ils prédisent les cycles de conduite et la stratégie pour aller emmagasiner de la chaleur dans la batterie. Ce qui fait que c'est très intéressant. Puis je l'ai testé. Le lendemain matin, là, je rentrais Car Scanner, puis le véhicule était la batterie était comme à 20 degrés après avoir rechargé. Mais ça faisait longtemps qu'elle avait fini de recharger. Donc le véhicule a réellement redémarré la recharge, emmagasiné de la chaleur dans la batterie. Et lorsque je quittais, par exemple, je partais de la salle et j'allais à Saint-Jérôme, bien, sur à peu près 30 km de mon trajet, bien, il n'y avait pas d'énergie utilisée ici, là, pour la chaleur. Dans le fond, on voyait vraiment là, que c'était minime, même s'il faisait moins 15, moins 20 dehors. Puis tu sais que j'utilisais la chaufferette à 21, le chauffage. Il y a vraiment une stratégie là, automatique, on n'a pas besoin de rien faire, là, d'emmagasiner de la chaleur dans la batterie pour justement limiter là, l'usage de la thermopompe puis du PTC. D'ailleurs, si vous posez la question, la thermopompe, c'est environ, là, excusez-moi, la thermopompe a environ là, 4 kW de puissance. Puis le PTC Heater, 7 kW. Donc, c'est assez costaud, là. On va chercher 11-12 kW de puissance de chauffage total. Lorsque vous démarrez le véhicule, il est froid, il n'est pas préconditionné. Là, on le voit tout de suite. C'est un bon système, c'est robuste, malgré que le Honda Prologue n'est pas efficace, hein, comme le Blazer EV, l'Equinox EV. Ça, c'est un défaut de la plateforme Ultium. C'est impératif de l'avoir toujours branché l'hiver lorsqu'il est stationné dehors, parce que le véhicule va utiliser son algorithme pour aller toujours emmagasiner de la chaleur que vous allez vous servir pour préconditionner et ou chauffer votre habitacle. Là. Donc, c'est super intéressant, ça. La session de recharge est maintenant complétée. On va passer au travers des statistiques. C'était une belle expérience là, sur les nouvelles bornes Tesla Superchargeur V4. Donc, ma fameuse tablette est encore là. Voyez-vous, hein, j'ai envoyé les données de Car Scanner dans une intelligence artificielle, puis elle m'a sorti un graphique. C'est beaucoup plus vite que le faire à la main. Mais avant, on va parler de la recharge elle-même. Donc, ça nous a coûté 27,71 pour 69 kWh. Ça a duré 35 minutes. Le coût kWh était 40 sous le kWh. Donc, voici là, la courbe de recharge suite à notre test. Donc, au départ, à 10 120 kW, l'ampérage a grimpé. On a atteint un pic de 152. Donc, moi, je considère qu'on a atteint le maximum que le constructeur nous dit. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en 10 et à peu près 65 on est resté au-delà de 100 kW. Ça, c'est surprenant. Là. C'est quand même sur une grosse plage. Malgré que ce n'est pas le véhicule qui recharge le plus vite. Là. Ça a pris 35 minutes de faire ça. Puis, ce qui est intéressant de cette courbe de recharge-là, Honda Prologue, Equinox EV, Cadillac Optiq, Chevrolet Blazer EV, tous ces véhicules-là, avec la batterie de 85 kWh, ont la même courbe de recharge. Il n'y a aucune différence. On est autour là, de 300 volts dans ces véhicules-là. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on multiplie 300 par 500 ampères, qui est le maximum que les bornes livrent à peu près au Québec, là, c'est 150 watts. Là, puis après ça, on coupe les unités. Là, mais vous comprendrez
que c'est là qu'on va chercher le 150 kW là, chez GM. Imaginons, on pourrait faire un scénario hypothétique où la batterie, son voltage nominal serait 450 volts. Mettons, on pourrait parler à un Rivian, Volvo C40, les BMW, un peu plus élevés. Et si on le multiplie par 500 ampères, on irait chercher là, 225 kW sur le même équipement de recharge. Évidemment, plus de chaleur, mais vous comprenez là, que le voltage de la batterie, là, c'est ultra important pour la recharge rapide. Et c'est pourquoi les véhicules Hyundai Kia sont 800 volts, parce que on divise tout par deux, c'est encore plus rapide, encore plus efficace, mais il y a d'autres enjeux à considérer. Donc ça, c'est la courbe de recharge. On va retourner vers Montréal. Puis je vais vous parler là, de l'aspect conduite du Prologue. Contexte de cette revue, donc pour les 2 semaines des fêtes, là, Honda m'a gracieusement prêté ce Prologue. Donc 2 semaines, j'ai fait beaucoup de distance évidemment. Hein. Les fêtes, on va visiter nos familles un peu partout au Québec. Donc juste à la date, là, j'ai 1218 km de parcouru. Pas de défi 500 km, on l'a fait dans le passé avec la version 2024. Grosso modo, ça va être la même chose, malgré que en 2025, l'année modèle 2025 et l'année modèle 2026, on a 20 km de plus d'autonomie là, dans tous les niveaux d'équipement. Et ma consommation énergétique moyenne depuis que j'ai réinitialisé le trajet 1, lorsque j'ai récupéré le véhicule lundi le 22 décembre, c'est 33 kWh par 100 km. Ça inclut énormément de marche à l'arrêt. Ça inclut des fois où j'ai lavé le véhicule dans mon stationnement souterrain, je l'ai fait fonctionner à pleine charge pour faire sécher les portes, tout ça. Il y a énormément d'énergie qui a été dépensée à l'arrêt avec ce véhicule-là. Ce que je peux vous dire, sur la route, là, sous moins 10, à 110 km/h, j'ai vu entre 25 et 30 kWh par 100 km. Donc, c'est pas trop mal. Puis lorsqu'on roule sur les autoroutes urbaines plus proches du point de congélation, supposons là, qu'on partirait du sud de l'île de Montréal puis on irait sur la rive nord, passant par l'autoroute 13, c'est un trajet typique que je fais souvent, bien, j'ai vu 22, 23, 24 kWh par 100 km. Donc, l'autonomie varie entre 425 et 300 km, tout dépendamment l'hiver de ce que vous faisiez. Et pour ce qui est de l'agrément de conduite, le comportement routier du Prologue, ça ressemble beaucoup au véhicule électrique GM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un véhicule qui est lourd, autour de 2500 kg. C'est un véhicule qui a des pneus très larges, des roues très grosses, justement là, en fonction de cette grosse masse nette là, de véhicule. On a 300 chevaux, puis je vous dirais que l'accélération, c'est pas super. On transporte une grosse masse, mais je pense pas que la clientèle cible du Prologue va se plaindre vraiment. C'est juste pas ultra sportif. Le comportement routier, je le trouve assez neutre et sain. Étant donné qu'on a des gros pneus, lorsqu'on est en virage, le véhicule n'a pas trop de roulis. Ça, c'est impressionnant. Puis je pense aussi que la suspension là, est faite très, très grosse et très robuste pour transporter le poids du véhicule. Et j'ai remarqué aussi, à partir de 30 % là, vous avez une énorme diminution de la puissance disponible. Vous perdez quasiment 100 chevaux à cause du faible voltage de la batterie. On est autour là, de 250 volts. Là. Comme je vous dis, c'est un kart de golf rendu là. Et ça, c'est ma plus grosse critique de cette architecture électrique-là que GM a développée. Le voltage est beaucoup trop bas dans ces véhicules-là. Ça a un énorme impact là, sur plein de facteurs. Confort des sièges, c'est bien. Visibilité, quand même bien. J'aime aussi beaucoup qu'on a un toit là, panoramique, très grande ouverture. Ce qui me surprend aussi beaucoup du Prologue, c'est que les aides à la conduite, c'est pas ce que GM offre. On a un régulateur de vitesse adaptatif et c'est tout. Pas de Super Cruise, pas de suivi de voie actif comme on verrait dans les vrais véhicules Honda. On n'a rien de tout ça. Et le logiciel a été extrêmement simplifié. Il y a beaucoup de fonctions GM qui ne sont pas disponibles. C'est un peu logique. Si je me mets dans la peau d'un consommateur de produits Honda, le consommateur de produits Honda va aimer la simplicité qui a été appliquée sur ce véhicule-là. Il n'y a pas grand-chose à modifier. Il n'y a pas grande personnalisation. Ça fonctionne et contrairement à tous les véhicules GM, vous avez Android Auto et CarPlay sans fil, sans aucune restriction. Maintenant, la question la plus importante avec le Prologue, c'est combien ça coûte puis est-ce que plus de millage vous le recommande? Ça dépend et c'est ça la grande question. Le prix de départ du Prologue, là je parle de l'année modèle 2025, c'est ça que j'ai, mais il va y avoir une année modèle 2026. La réponse est ça dépend. Là, je vais vous présenter les prix. Évidemment, sujet à changement. Je vais vous présenter le prix de vente là, avec transport et préparation. La version de base EX est à 63 158 avec 473 km d'autonomie.
La version EXL est 5 000 de plus à 68 158, 473 km d'autonomie. Et la version dans laquelle nous sommes assis, la version Touring, tout équipé avec à 73 158. Première chose que je vous dis, là, Touring, on oublie ça. Par des 20 km, vous avez des roues de 21 pouces, on oublie ça. EX et EXL sont en roues de 19 pouces. Et la grosse différence, c'est que vous n'avez pas le toit ouvrant dans la version EX et vous avez une sellerie en tissu dans la version EX. Mais fondamentalement, là, régulateur de vitesse, système de navigation, climatisation automatique, siège chauffant, volant chauffant, tout est là. Fait en réalité, là, moi, je vous recommande d'aller chercher la version EXL là, à 68 158. C'est assez dispendieux là, pour ce véhicule-là qui n'est pas au niveau, mettons, d'un Tesla Model Y ou d'un, par exemple, un Hyundai Ioniq 5 ou même un Kia V9, malgré qu'un Kia V9, c'est un 3 rangées. Mais un Kia V9, ça se détaille dans ces prix-là. Et c'est là que ça dépend, c'est que je crois que Honda, en octobre 2025, on avait des incitatifs faramineux, là, au-delà de 10 000 ces véhicules-là. Et je m'attends à ce qu'en 2026, il y ait des incitatifs similaires. Évidemment, ça, c'est mon opinion, c'est moi qui analyse le marché. Et je crois que si incitatif important du constructeur il y a, je crois que ce véhicule-là est un bon choix. Moi, j'aime le Prologue. Je trouve que c'est le meilleur Blazer EV. Beaucoup plus attrayant à l'œil, beaucoup plus simple. L'intérieur beaucoup plus sobre, puis le comportement routier est sain. C'est pas le champion de l'efficacité, c'est pas le champion de l'autonomie, c'est pas le champion de la courbe de recharge. Par contre, si vous avez des enfants, des sièges pour enfants, traîner beaucoup de choses, la banquette de deuxième rangée est spacieuse. Il y a de l'espace, là, c'est très modulable. Ce qui me surprend, il n'y a pas de siège chauffant à l'arrière. Ça n'existe juste pas dans la gamme du Prologue. Moi, je pense pas qu'on devrait acheter un Prologue à plein prix. Mais si on a des bons rabais, c'est un véhicule, selon moi, qui vaut la peine. Puis là, les gens diront, ouais, Alexandre, Honda, le service. Tant que GM va continuer de manufacturer Blazer EV, Equinox EV ou la batterie de 85 kWh, tous les composants vont être disponibles. Puis le concessionnaire Honda va être capable de faire l'entretien. Moi, je ne vois pas d'inconvénient de ce côté-là, là, même si le Prologue serait discontinué. Là, moi, je m'attends à ce que le Prologue va être discontinué en année modèle 2026, année modèle 2027, là, quand les nouveaux véhicules sur la nouvelle plateforme Honda vont arriver. C'est normal de voir ça, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des impacts sur le service. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette revue. Encore une fois, nouveau chapitre de Plus de millage où je vais aller plus technique. Hein, je vais utiliser mon petit papier avec vous, je vais faire des montages. Je veux vous expliquer au moins une fonction importante par vidéo lorsque possible, lorsqu'on ne fait pas un défi 500 km. Mais j'ai très hâte de refaire un autre défi 500 km, ça va venir. Et c'est ça. Donc, si vous avez aimé cette revue, pensez à nous laisser un petit like, un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et sur ce, on se laisse là-dessus.